Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche des millions de gens, mais qui reste assez mystérieux. La prescription en psychiatrie. Oui, un sujet très complexe. On imagine un geste simple, une ordonnance, quelques mots sur un papier, mais en réalité, c'est l'un des exercices les plus délicats de la médecine. Les sources qu'on a sur la table aujourd'hui sont assez fascinantes. C'est une sorte de mémo clinique. Une liste très précise des erreurs de prescription les plus courantes. C'est ça. Notre mission, ce n'est pas de jeter la pierre, loin de là, c'est de comprendre la mécanique. Bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est si piégeux de prescrire un psychotrope ? On va décortiquer ça ensemble pour saisir la complexité de cet acte, qui est bien plus une art qu'une science exacte en fait. C'est exactement ça. Et il faut bien comprendre que ces erreurs potentielles, elles ne relèvent pas forcément d'un manque de compétences. D'accord. Elles sont inscrites dans la nature même de la psychiatrie. On est face à des symptômes qui sont, par définition, subjectifs, une souffrance intérieure. La réponse d'une personne à une molécule peut être radicalement différente de celle de son voisin. Ah oui. Et les troubles eux-mêmes ne sont pas figés, ils évoluent. Pour le clinicien, c'est un vrai numéro de funambule. Allons-y alors, plongeons dans le vif du sujet. Le point de départ de tout, la fondation, c'est le diagnostic. Toujours. Et les sources sont formelles. C'est là que se niche la toute première catégorie d'erreurs et peut-être la plus lourde de conséquences. Absolument. Pour rendre ça concret, imaginons un patient. Appelons-le Julien. Il arrive, il est épuisé, triste, il n'a plus goût à rien. Le réflexe, ce serait de dire « dépression ». Le réflexe classique, oui. Mais le document met en garde contre une confusion majeure, celle entre une dépression classique, dite unipolaire, et une dépression dans le cadre d'un trouble bipolaire. Alors qu'est-ce qui se passe si on se trompe là, à ce moment-là ? C'est une catastrophe potentielle. Ah oui ? Si ce Julien souffre en réalité d'un trouble bipolaire et qu'on lui prescrit un antidépresseur seul, donc sans stabilisateur de l'humeur, on risque de provoquer ce qu'on appelle un virage maniaque. Un virage maniaque. L'antidépresseur va agir comme un accélérateur et le propulser de la dépression vers un état d'euphorie pathologique, d'agitation. Le projet grandiose et complètement irréfléchi. D'accord, donc on aggrave la situation. C'est littéralement jeter de l'huile sur un feu qui couvait. Non seulement on ne l'aide pas, mais on déstabilise son trouble pour des mois, voire des années. C'est vertigineux de penser que le traitement peut devenir le problème. C'est tout le paradoxe. Et ça m'amène à un autre point qui m'a frappé dans les sources. L'idée qu'avant même de poser un diagnostic psy, il faut regarder ailleurs. Ah, c'est une règle d'or. L'esprit et le corps sont liés, on ne le dira jamais assez. Et les exemples sont édifiants. Oui. Les documents sont clairs là-dessus. Des symptômes qui ressemblent à s'y méprendre à une schizophrénie. Comme des hallucinations ou un discours bizarre. Voilà. Ça peut en réalité être causé par une tumeur cérébrale ou une forme rare d'épilepsie. Il faut d'abord et toujours éliminer ces pistes. Et pour notre Julien, qui semble juste déprimé, c'est la même logique. Une fatigue intense, un ralentissement, une tristesse, ça peut être les symptômes d'une hypothyroïdie. La thyroïde. Oui, une glande thyroïde qui ne fonctionne pas assez. Ou même, c'est tout bête, une carence en vitamine B12. Prescrire un antidépresseur dans ce cas, c'est comme repeindre un mur humide sans traiter la fuite d'eau derrière. Ça ne règle rien sur le fond. Rien du tout. Donc, avant toute chose, pour Julien, examen clinique complet et prise de sang. C'est la base de la base. D'accord. Donc, imaginons, on a fait tout ça, les examens de Julien sont normaux, on a bien écarté le trouble bipolaire. On est maintenant sûr qu'il souffre d'une dépression unipolaire. On pourrait croire que le plus dur est fait. On pourrait. Mais les sources montrent que c'est là que commence un nouveau labyrinthe, le choix de la bonne molécule. Exactement. Parce qu'il n'existe pas un antidépresseur, il y en a des dizaines, avec des profils d'action très différents. Le but n'est pas de traiter la dépression. Mais la dépression de Julien. Précisément, avec ses spécificités. Est-ce qu'il est surtout anxieux ou plutôt apathique, sans énergie? Est-ce qu'il dort trop ou pas assez? Chaque détail va compter. Et les exemples dans les documents sont très parlants. Si Julien est rongé par l'anxiété, en état d'alerte permanent, lui donner un antidépresseur connu pour être stimulant, comme la fluoxétine... Mauvaise idée. Ça pourrait, au début, en tout cas, faire exploser son angoisse, c'est ça? Exactement. On risque de le mettre dans un état encore pire pendant les premières semaines. Et le risque, c'est qu'il abandonne le traitement en pensant qu'il ne le supporte pas. D'accord. Et à l'inverse, si son problème principal, c'est l'apathie, le fait de rester au lit toute la journée, lui donner un médicament très sédatif ça va l'enfoncer encore plus.
il faut choisir l'outil adapté. Aux symptômes dominants, oui. Il y a un autre point dans les sources qui m'a vraiment interpellée, sur la sécurité. Ah oui. Alors, il est question des antidépresseurs tricycliques, des molécules plus anciennes. Les documents insistent sur le danger de les prescrire à une personne avec des idées suicidaires. J'avoue que je n'avais aucune idée que c'était si risqué. C'est un point absolument crucial et une leçon d'humilité de la pharmacologie. Ces molécules sont très efficaces, mais elles ont un défaut majeur. Leur toxicité en cas de surdosage. C'est-à-dire? Une ingestion massive, qui peut correspondre à une boîte de médicaments, peut être fatale. Ah oui, quand même. Notamment par arrêt cardiaque. Pour une personne en pleine détresse suicidaire, avoir une arme létale potentielle dans sa table de chevet, c'est une prise de risque énorme. Bien sûr. Donc le choix de la molécule doit intégrer ce paramètre de sécurité. Pour Julien, si le risque suicidaire est élevé, on choisira en priorité des molécules plus récentes, bien moins dangereuses en cas de surdosage. On comprend que le choix du médicament est un calcul complexe qui va bien au-delà de l'étiquette dépression. Bien au-delà. Si on élargit encore la perspective, on doit prendre en compte la personne dans sa globalité. Son âge, ses autres maladies. Ses comorbidités, comme on dit. Voilà. Est-ce que Julien a des problèmes de cœur, des reins fragiles? Certains médicaments sont à éviter. Et sa situation de vie. L'exemple le plus connu, cité dans les sources, c'est le valproate, un excellent régulateur de l'humeur. Oui. Mais le prescrire à une femme en âge d'avoir des enfants, sans une information très claire et une contraception efficace, c'est une faute grave. À cause des risques pour le fœtus. Oui, un risque très élevé de malformation. Le contexte est roi. Et ce contexte, j'imagine, inclut aussi les autres traitements que la personne pourrait déjà prendre. Absolument. On entre dans le champ de mine des interactions. Les sources décrivent ça comme un véritable cocktail à risque. Oui, et c'est un défi croissant, parce que les gens, surtout en vieillissant, prennent souvent plusieurs médicaments. Le danger ne vient plus d'une seule molécule, mais de leur rencontre dans l'organisme. Et la plus redoutable? L'association la plus redoutable et malheureusement fréquente mentionnée dans nos documents, c'est celle entre les benzodiazépines, donc les anxiolytiques, comme le Xonex ou le Valium. Oui. Et les opioïdes, des antidouleurs puissants. Pourquoi celle-là est-elle si dangereuse? Parce que ces deux familles de médicaments ont un effet similaire, ils ralentissent le système nerveux central. Et pris ensemble, leurs effets ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Ah! Ils peuvent ralentir la respiration jusqu'à l'arrêter complètement. C'est une cause majeure d'overdose mortelle. C'est terrifiant. Et il y a une autre interaction qui semble contre-intuitive. Les sources parlent du risque de mélanger plusieurs médicaments qui augmentent la sérotonine. Le fameux neurotransmetteur du bonheur? C'est ça. On pourrait penser que plus il y en a, mieux c'est. Bah non. C'est un parfait exemple de l'excès est l'ennemi du bien. Un peu plus de sérotonine, ça peut être bénéfique contre la dépression. Mais si on associe plusieurs médicaments qui ont cet effet, un antidépresseur, un antidouleur comme le tramadol, et même certains produits en vente libre. Contre la toux, c'est ça? Oui. On peut provoquer un syndrome sérotoninergique. Le cerveau est inondé de sérotonine, ce qui peut entraîner une agitation extrême, de la fièvre, des tremblements. C'est une urgence médicale. Alors là, il y a un truc dans les sources qui m'a vraiment scotché. Je suis curieux. Une interaction à laquelle on ne penserait jamais, l'association entre le lithium Traitement clé du trouble bipolaire, oui. et l'ibuprofène. Ah, le grand classique. L'ibuprofène, Le truc qu'on a tous dans notre armoire à pharmacie pour un mal de tête. C'est vraiment si risqué que ça? C'est un des pièges les plus classiques et les plus dangereux. Et oui, c'est aussi risqué que ça. Pour comprendre, il faut savoir que le lithium est éliminé par les reins. d'accord. Les anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène, en agissant sur les reins, peuvent brutalement réduire cette élimination. Et donc, Conséquence, le taux de lithium dans le sang grimpe en flèche et peut atteindre un niveau toxique, ce qui provoque des tremblements sévères, une confusion, des troubles de l'équilibre, et dans les cas graves, des séquelles neurologiques irréversibles ou même un coma. waouh! Quand on entend ça, on se dit que prescrire, ce n'est que le début de l'histoire. La vraie question, c'est comment on s'assure que tout reste sous contrôle? Vous mettez le doigt sur un point essentiel, et il est martelé dans les documents, la surveillance. Pour certains médicaments, prescrire sans surveiller, c'est comme confier les clés d'une Formule 1 à quelqu'un sans lui expliquer où se trouvent les freins. La surveillance n'est pas une option. Non, c'est une partie intégrante du traitement. Et de quel genre de surveillance parle-t-on concrètement? Une prise de sang de temps en temps? C'est bien plus spécifique que ça. Pour le lithium, par exemple, il faut des dosages sanguins très réguliers, surtout au début, pour être sûr qu'on est dans la fenêtre thérapeutique. Assez haut pour être efficace, assez bas pour ne pas être toxique. C'est ça. Et à long terme, on doit surveiller la fonction des reins et de la thyroïde, que le lithium peut fragiliser.
Et pour d'autres médicaments? Pour la clozapine, un antipsychotique très puissant, c'est encore plus strict. Surveillance des globules blancs toutes les semaines au début, puis tous les mois. À vie? Toutes les semaines. Mais pourquoi les globules blancs? À cause d'un risque rare mais potentiellement mortel, qui s'appelle l'agranulocytose. C'est-à-dire? C'est une chute brutale des globules blancs qui nous défendent contre les infections. Sans surveillance, une simple angine peut devenir fatale. Et pour les antipsychotiques plus récents, on doit surveiller le poids, le taux de sucre, le cholestérol? Pour éviter le diabète et les problèmes métaboliques? Exactement. La prescription, c'est un contrat qui inclut un plan de suivi clair et précis. D'accord. Notre patient Julien va mieux, le traitement a fonctionné. La logique voudrait qu'on arrête. On pourrait croire que c'est la partie la plus simple. Une erreur classique. Et les sources sont très claires. C'est une étape tout aussi critique que le début. Tout aussi. Elles décrivent des choses assez angoissantes sur l'arrêt brutal. Pour les antidépresseurs les plus courants, les ISRS, on parle d'un syndrome de discontinuation. Et il y a un symptôme qui revient souvent qui est très marquant. Je vois de quoi vous parlez. Des sensations de décharge électrique dans la tête ou les membres. C'est quoi ce truc? C'est un symptôme très étrange et très déroutant. Difficile à décrire, mais les patients parlent de petits zaps électriques très brefs. Ça, et des vertiges, des nausées, une anxiété. C'est le signe que le cerveau est en état de manque, en quelque sorte. Et pour les anxiolytiques? Pour le sevrage des benzodiazépines, c'est une autre histoire, potentiellement plus grave. Un arrêt brutal après une utilisation prolongée peut provoquer des crises de panique, des tremblements et, dans les cas les plus sévères, des convulsions. Comme un sevrage d'alcool? C'est très comparable, oui. Mais pourquoi le corps réagit-il si violemment? Est-ce que ça veut dire que ces médicaments créent une dépendance? C'est une question très sensible. Le terme dépendance est souvent associé à la recherche compulsive d'une drogue. Ici, c'est un phénomène purement neurobiologique de sevrage. D'accord. Pendant des mois, le cerveau de Julien s'est habitué à fonctionner avec la molécule. Il a modifié ses propres systèmes pour maintenir un équilibre. C'est comme s'il avait appris à marcher avec une béquille. Et on lui retire d'un coup? Si on lui retire la béquille d'un coup, il perd l'équilibre et il tombe. Le cerveau a besoin de temps pour réapprendre à fonctionner sans. C'est pour ça que l'arrêt doit se faire de manière très progressive, en diminuant les doses par palier, parfois sur plusieurs mois. Pour permettre au cerveau de se réadapter en douceur. Voilà. En faisant le tour de tout ça, de Julienne et son parcours, on voit bien que chaque étape est un carrefour avec de multiples directions possibles. C'est du sur-mesure à chaque instant. C'est vraiment ça. Et si on voulait distiller l'essence de ces documents cliniques, on pourrait les résumer en une sorte de checklist mentale. 5 questions clés qu'un clinicien devrait se poser avant de signer une ordonnance. Ah, ça c'est intéressant. La première, bien sûr, c'est le diagnostic. Est-il aussi solide que possible? A-t-on bien vérifié la piste bipolaire pour Julien? A-t-on fait sa prise de sang? Logique. La deuxième question porterait sur le choix de la molécule, j'imagine? Précisément. Ce médicament est-il le meilleur pour cette personne? Pour Julien, qui est anxieux et suicidaire, est-ce qu'on choisit bien une molécule non stimulante et sûre en cas de surdosage? D'accord. La troisième? La posologie. La dose de départ et la vitesse d'augmentation sont-elles prudentes? On l'a vu, démarrer trop fort peut être contre-productif. Il faut y aller start low, go slow. Commencer bas, augmenter lentement. La quatrième serait la surveillance, j'imagine. Indispensable. Quelle plante de suivi spécifique ce traitement exige-t-il? A-t-on prévu les prises de sang pour le lithium, la pesée pour l'antipsychotique? Et la cinquième? La cinquième, qui est peut-être la plus importante car elle touche à l'humain. La personne en face de moi a-t-elle bien compris le plan? Les bénéfices, les effets secondaires, la durée? Est-ce qu'elle y adhère? Voilà. Y adhère-t-elle? C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Sans elle, on peut avoir le meilleur traitement du monde, il risque de ne pas être pris, ou mal pris. Pour résumer, ce que ces documents nous apprennent, c'est que la prescription en psychiatrie n'est pas une simple transaction. C'est le début d'un dialogue, un processus dynamique qui demande une personnalisation extrême, au départ. Et une réévaluation constante. Et une réévaluation constante, exactement. Et ça m'amène à une dernière pensée. Pour finir, Je vous écoute. vu l'impact de ces molécules, la complexité de leur maniement et la subtilité des troubles qu'elles visent, on pourrait se demander si la conversation la plus importante n'est pas celle qui porte sur les dosages ou la pharmacologie. Mais plutôt celle qui porte sur le vécu. Comment la personne se sent avec le traitement? Quels sont les effets, positifs et négatifs, qu'elle ressent dans son corps, dans sa tête, dans sa vie de tous les jours? L'expérience subjective. C'est ça.
C'est peut-être dans cette écoute fine de l'expérience subjective du patient que se trouve la véritable clé pour naviguer dans cette complexité et éviter la plupart de ces écueils. La technique est une boussole, mais c'est la parole du patient qui est la carte.